Je disais là récemment à ma psychothérapeute que je me heurtais encore en moi à un mur en béton armé, une espèce de bunker. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et je crois, je me suis dit ça récemment, je crois qu'il y a encore un cri de l'enfant agressé, 40 ans plus tard. Silence, on crie, et Dieu entend le cri. Si on peut apprendre à entendre le cri des victimes, ça fait mal d'entendre un cri, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autre moyen de venir en aide à quelqu'un qui souffre que d'accepter d'entendre son cri, même si ça fait très mal à celui qui entend. Silence. 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 Silence, on crie. Cet homme, qui parle de son enfant intérieur, c'est Patrick Goujon. En octobre 2021, il a publié un petit livre, « Prière de ne pas abuser ». 90 pages, d'une écriture précise et poétique à la fois. Pendant 40 ans, Patrick Goujon a oublié les agressions sexuelles dont il avait fait l'objet dans son enfance. Le souvenir de ce prêtre et de ses sévices ne lui est revenu que 40 ans après. Seul son corps avait gardé la mémoire des violences. Aujourd'hui, le corps de Patrick Goujon continue de souffrir de ces agressions. Et à l'intérieur de lui, le petit garçon blessé continue de crier. Patrick Goujon est l'une de ces 330 000 victimes dont parle le rapport de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, sorti le 5 octobre 2021. Ce rapport a 3 ans, et dans ce podcast, nous voudrions à sa suite comprendre comment ces crimes ont été possibles. Qu'est-ce qui fait que l'Église catholique a été un terreau aussi favorable à ces agressions, et pourquoi personne n'a rien dit? Comme nous y invite la CIAZ, nous voudrions donner la parole aux victimes, prendre le temps de les écouter et faire d'elles le fil rouge de chaque épisode. Nous voudrions surtout réfléchir, chacun à notre place, religieux ou laïcs, à comment construire l'Église de demain. Silence, on crie, le podcast pour décrypter les agressions sexuelles dans l'Église catholique. Dans ce deuxième épisode, nous allons écouter Patrick Goujon et tenter de comprendre avec lui le mal que l'on fait à un enfant quand on l'agresse sexuellement, quand on le viole. C'est un épisode difficile. Je m'en excuse à l'avance, mais nous ne pouvons plus détourner les yeux et nous boucher les oreilles. Il nous faut entendre la souffrance des victimes d'agressions sexuelles, comment la violence subie imprime les corps, les esprits et les âmes. Pour cela, il nous faudra préciser les mots, appeler un chat un chat. Je m'appelle Stéphanie Gallet, je suis journaliste depuis plus de 20 ans à la radio chrétienne RCF. Je suis née au milieu des années 70 et j'ai grandi dans une famille catholique. Je sais combien il est délicat d'évoquer la sexualité avec ses enfants. Et la question est d'autant plus taboue dans les milieux religieux. Il y a comme une pudeur exacerbée, une sorte de gêne par rapport à ces choses-là. Ainsi, quand j'étais une petite fille, mon petit frère avait un zizi. Mais moi, rien. Pas un mot pour désigner mon sexe. Quand j'avais 8 ans, une de mes amies a été enlevée et violée par un inconnu. Ses parents ont porté plainte, la police a mené l'enquête, mes parents étaient au courant, mais pour me protéger, ils ne m'en ont jamais parlé. Pourtant, mon amie m'avait raconté ce que le monsieur lui avait fait. Mais chut, il ne faut en parler à personne, ça s'appelle un viol. Qu'est-ce que c'est qu'un viol ? J'ai cherché le mot dans le dictionnaire et je suis restée seule avec cette histoire et les images de ce monsieur inconnu avec mon ami. C'était comme ça à l'époque. On ne parlait pas de ces choses-là aux enfants. Si on n'en parle pas, peut-être que ça n'existe pas. J'écris ce podcast
alors que je lis Triste Tigre, le livre de Neige Chino, où elle raconte l'inceste dont elle a fait l'objet. Comme quand j'étais petite, j'essaie de ne pas visualiser ce qu'elle raconte. Triste Tigre, c'est un livre éprouvant, très éprouvant, mais un livre important. Une réflexion sur les traces que laissent les viols, mais aussi sur les mots pour en parler. Je vous lirai des passages du livre de Neige Chino, car ces pages sont vraiment éclairantes pour comprendre la souffrance de ces petites victimes. Pour le moment, retrouvons Patrick Goujon. Il me reçoit un soir d'hiver dans son bureau, à Paris, rue d'Assas, chez les Jésuites. Ah oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Patrick Goujon est prêtre. Oui, on peut avoir été victime d'un prêtre et devenir prêtre. Il nous en parlera. C'est donc un prêtre, un religieux, jésuite, un universitaire, il enseigne l'histoire de la spiritualité. C'est un homme chaleureux, qui m'accueille avec beaucoup de gentillesse. Quand on est enfant, on comprend pas ce qui nous arrive. Vous m'auriez demandé à l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, parce que ça a duré de mes 7 ans à 11 ans. Si j'étais victime, je vous aurais dit non. Je me sentais victime de rien du tout. Ça n'entrait même pas dans mon esprit. Je pense que c'est ça qui est terrifiant. C'est quand j'ai été adolescent que j'ai compris que là, j'avais été victime. Et puis, voilà, j'ai été saisi par une amnésie qui m'a sauvé la vie, au fond. Puisque j'ai pu grandir, me développer sans que ces agressions me pèsent, sans qu'elles me pèsent autrement que sur le corps. Il y a encore des matins où je me lève avec cette question, en me disant « Mais comment as-tu pu oublier ?» Alors je suis capable de vous faire un exposé, je suis pas médecin, mais j'ai lu, je me suis fait expliquer par les médecins qui m'ont suivi, qui me suivent. C'est une des réponses, et sans doute une des réponses les plus solides que le cerveau peut apporter. C'est une forme d'amnésie, qui n'est pas du tout une amnésie, on va dire, comme quelqu'un qui subit une altération du cerveau suite à un choc physique, mais c'est le cerveau l'occulte parce que c'est insoutenable. Et au fond, c'est une forme de protection. C'est un mystère, alors à la fois qui dit la violence de ce qui se passe à ce moment-là, pour que le cerveau disjoncte, c'est quasiment de l'ordre de cela, et en même temps le mystère de la grandeur de notre corps et de notre psyché humaine, mais c'est notre corps qui protège notre âme, là, en l'occurrence. Alors mon corps, lui, il a commencé à souffrir dès mon enfance. En vidant la maison de mes parents après leur décès, j'ai retrouvé le carnet de santé de mon enfance. Et en 1 an, à l'âge de 9-10 ans, j'ai gagné 25 kilos. Alors, vous voyez, ça... mes parents s'en ont rendu compte. Malheureusement, la médecine scolaire de l'époque ne savait rien d'autre que dire il faut maigrir, alors qu'ils avaient devant eux un enfant qui est au fond défiguré. Mais ça faisait pas sens, voilà. Et puis, mon corps a progressivement eu des douleurs qu'on a eu du mal à expliquer. Je grandissais, je suis toujours très grand. Donc, on disait c'est la croissance. Bon, très bien. Donc, on a toujours trouvé des raisons autres. Et puis, aussi, assez insidieusement, très vite, sur l'âge de 18 ans, c'était, oui, bon, t'as mal, mais tu supportes pas tes douleurs. Quand j'ai commencé à l'âge de 23 ans à tomber sur des médecins qui étaient plus compréhensifs, donc là on est au milieu des années 90, ils se sont aperçus qu'effectivement mes douleurs, elles résistaient aux traitements antidouleurs normaux qu'on donne dans le cadre d'une sciatique, etc. Donc il y avait quelque chose qui clochait, effectivement. Et puis on a fait des examens parce que il y avait dans mes analyses de sang, il y avait des signaux curieux, etc. Et aujourd'hui, et c'est intéressant parce que ça montre que la médecine a aussi beaucoup avancé, tous les signes au fond que j'ai présentés à l'enfance, à l'adolescence et avec ces douleurs-là sont aujourd'hui des indicateurs très nets des agressions, non pas simplement en termes psychosomatiques, où souvent on entend psychosomatique, c'est des douleurs que la personne se représente, imagine au fond. Mais en fait non, c'est-à-dire le corps, suite à une agression physique ou psychologique, est détérioré. C'est-à-dire il y a une empreinte
dans le corps des agressions, qu'elles soient psychologiques ou physiques. De toute façon, elles sont souvent les deux, qui s'inscrivent dans le corps. Par exemple, lors d'une agression, la décharge d'adrénaline dans le cerveau d'un enfant est telle que les conséquences de cette décharge d'adrénaline se font jour 25-30 ans plus tard. La mémoire, elle m'est revenue à partir d'un mot que j'ai prononcé. Je devais me rendre à une réunion le lendemain à Paris. Je rentrais de Verdun, où j'avais visité ma mère. Je savais que j'allais devoir aborder une situation difficile où mes confrères et consoeurs ne reconnaissaient pas un des enseignants qui exerçait une forme de harcèlement moral sur des étudiants et des collègues. Et ce refus d'entendre me mettait vraiment en colère, et dans des colères disproportionnées. Je suis pas d'un tempérament colérique, et c'était devenu même un vrai problème pour moi de voir que je me mettais en colère. Et ce jour-là, je me dis, mais je dois vraiment avoir un problème avec le déni. Et sous-entendu, le déni de ses collègues. Mais me disant bien, si je surréagis, c'est que j'ai un problème avec le déni. Ayant dit ce mot, mais là, ce que j'écris dans le livre, c'est, mais Patrick, tu sais très bien de quoi tu parles. Et effectivement, après, ça a enclenché un processus très très long, où jour après jour, mais vous savez, comme ces feuilles recroquevillées dans un bourgeon, elles se sont déployées. À la fois les souvenirs, ce qui m'était arrivé, mais aussi comment ça avait enclenché, ça avait donné un certain tour à ma personnalité, à mes études, à toute ma vie, s'éclairer par ces agressions auxquelles moi-même j'avais du mal à croire. Il m'a fallu 8 mois pour évoquer avec un autre prêtre de Verdun il avait des souvenirs de ce prêtre qui m'avait agressé, jusqu'à ce que ce vieux prêtre au verdunois, qui était un ami, me dise « Oh, mais bien sûr, un tel, tu sais, c'était un pédophile. » Alors ça a été pour moi une phase aussi importante. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de phases. Et au fond, ce que je découvre aujourd'hui, ça fera 8 ans que ma mémoire m'est revenue, c'est que ça n'en finit jamais. J'avais plutôt imaginé que, un peu comme lorsqu'on rentre dans une pièce, qu'on allume un interrupteur, j'avais fait la lumière et que, maintenant que la lumière était faite dans la pièce, je voyais où étaient les meubles, quoi. Ah non, mais c'est que c'était loin d'être fini, oui. Il y a eu plainte et finalement, le procureur a autorisé, malgré les prescriptions qu'on pouvait penser, il a ouvert une instruction. Mais la première lecture du dossier d'instruction m'a envoyé à l'hôpital. J'ai tellement été horrifié par ce que je lisais de ses aveux, d'un prêtre qui dit, première question de la police, oui, depuis avant même mon ordination, depuis le séminaire, j'ai agressé des jeunes garçons de l'âge de 7 à 11 ans, et j'ai fait ça toute ma vie. Voilà, Et je lis les détails, je lis les complices, que des figures de gens que je connaissais par ailleurs, de cette petite ville. Ça m'a conduit à l'hôpital et j'ai déclenché de l'asthme à l'âge de 51 ans. Et quand la pneumologue est venue me voir, elle me dit, mais elle était pas au courant de mon histoire. Elle m'ausculte, elle dit, oui, effectivement, faites de l'asthme. Elle me dit, c'est très curieux, c'est une maladie de l'enfance. Alors, je dis, je peux vous donner un élément d'interprétation? Elle me dit, ah oui. De fait, on peut déclencher un asthme nerveux qui a exactement les mêmes formes que l'asthme, la maladie de l'asthme. C'est incroyable. Et comme par hasard, c'est l'asthme, c'est le souffle. Assez vite, quelques mois, quelques semaines, sans doute, je sais plus très bien maintenant, après la reconnaissance, comme disent les psychologues, c'est-à-dire le moment où je reconnais ce qui m'est arrivé, je me dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es prêtre? Pourquoi tu es célibataire? Et puis il y avait une énorme peur sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et si j'étais moi-même un agresseur? On sait que malheureusement, un grand nombre des agresseurs ont été agressés. Là, il faut être précis du point de vue de la logique, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, non pas toutes les personnes agressées deviennent des agresseurs. Ça, c'est très petit, en fait, comme nombre. Voilà, grâce au travail que j'ai fait avec ma psychologue, un psychiatre également, et puis à constater ce qu'était ma vie, je dis non, je ne suis pas un abuseur, et c'est pas ça qui me guette.
Mais sur la question de la vocation, ceux qui me connaissent le savent, je prends les questions de front, je les regarde en face et je me suis dit, si je suis pas là pour les bonnes raisons, je quitterai le ministère et la vie religieuse. Ça me paraissait absolument évident pour le bien des autres et pour moi, quoi. J'allais dire pour ma peau, parce qu'il y avait aucune raison de se mentir. Et donc j'ai revisité les raisons du célibat, et ce qui est beau, c'est de découvrir que nos vies sont mêlées, c'est-à-dire qu'effectivement, les agressions sexuelles que j'ai subies pendant 3-4 ans quand même, c'est pas rien, ont fait naître en moi une peur de la relation, de l'intimité, et surtout l'impossibilité de croire pendant des années et des années, et ça reste très compliqué, que je pouvais être aimé. Quand j'ai découvert jusqu'où ça m'avait atteint, ça m'a fait mal. J'ai cru que j'allais bien quand j'ai écrit mon livre, parce que mes douleurs étaient parties du fait de la prise en charge, et j'ai cru à nouveau qu'on avait trouvé l'interrupteur. Aujourd'hui, j'ai une maladie, un dysfonctionnement neurocérébral de la perception de la douleur. C'est-à-dire que mon système neuronal de la perception de la douleur est complètement déséquilibré du fait des décharges d'adrénaline qui ont eu lieu pendant les agressions. Et comme il faut une 30aine d'années pour que ça arrive, c'est arrivé cette année. Voilà. Donc j'ai des traitements assez lourds qui limitent mon activité parce que j'ai de nouveau des douleurs qui ne sont causées par aucune lésion musculaire ou nerveuse, mais qui sont simplement les conséquences de ces agressions. Et quand j'ai appris ça, quand le diagnostic a été posé, c'était quelques mois après la mort du prêtre qui m'a agressé et qui a agressé des centaines, et je dis bien des centaines d'autres enfants dans le diocèse de Verdun, entre les années 50 et sans doute les années 80. Alors je vais bien, je dis non pour faire entendre la gravité des choses. En même temps, je suis un homme, je suis heureux parce que ça peut paraître paradoxal de dire ça. C'est pas parce que je souffre que je ne suis pas heureux. Et je suis pas maso, mais j'ai la joie de croire en l'évangile et de pouvoir l'annoncer, et surtout de plus en plus de mesurer que s'il y a une bonne nouvelle de Dieu, c'est sans doute pas pour effacer le tragique de l'existence et la violence qui existe dans le monde, mais elle rend possible de la traverser, mais on la traverse pas sans en être blessé. Comme vous, j'imagine, le témoignage de Patrick Goujon me saisit, car il réussit à nous montrer l'effet dévastateur de ces agressions sans jamais rentrer dans le détail des sévices qu'il a subis. Il lui suffit de nous montrer ces cicatrices, ces traumatismes qui durent 40 ans après, pour que nous comprenions que ce fut très grave. Et puis, il y a cette amnésie, mystérieux ressort de l'esprit humain. Avec lui, je réalise combien c'est compliqué de passer à autre chose, de faire comme si cela n'avait pas existé. Dans ce deuxième épisode, je voudrais rendre audible la souffrance des victimes. Et pour sortir du déni collectif face aux violences faites aux enfants, nous écouterons à nouveau le magistrat Édouard Durand, ancien président de la Civise, l'instance nationale pour l'inceste. Et puis nous ferons connaissance avec la psychologue Lorraine Angenot. Elle est spécialiste des états de stress post-traumatique. Elle intervient au sein de l'INIR. Alors, à ce stade du podcast, il faut que je fasse un petit rappel. À la suite du rapport de la SIAZ, les évêques d'un côté, les religieux et religieuses de l'autre, ont chacun créé une instance indépendante pour accompagner et parfois indemniser les victimes d'agressions sexuelles dans l'Église catholique. Ce sera l'INIR, pour les victimes de prêtres diocésains, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, et la CRR, pour les victimes de religieux ou de religieuses, la commission reconnaissance et réparation. J'ai d'abord demandé à Lorraine Angenot quelles étaient les conséquences d'une agression sexuelle chez un enfant. On l'écoute, elle va aussi nous expliquer pourquoi on parle de stress post-traumatique.
Ce qu'on peut poser d'emblée, c'est qu'il n'y a pas d'agression sexuelle qui ne laisse pas de traces. En aucun cas, ce ne sont des gestes ou des violences qui sont neutres. De fait, ces agressions répétées sont commises sur des enfants qui, par définition, sont des êtres en développement, sont des personnes vulnérables, dont le corps, le cerveau, le psychisme, le cœur se développent. Et les agressions vont venir vraiment mettre des obstacles au développement harmonieux d'un enfant. Qui plus est, quand cet enfant ne bénéficiait pas déjà de conditions de vie sécurisantes au plan familial. Ce qui est certain, c'est que ces expériences extrêmement négatives vécues durant l'enfance ont des conséquences à long terme. Et c'est vraiment ce que vient nous confirmer le travail à l'INIR. Ce qui est spécifique à l'INIR, c'est que nous voyons les personnes longtemps après les agressions. Il y a une antériorité importante des faits et pourtant, les réactions réflexes de l'enfant sont toujours présentes. C'est en ça qu'on parle d'état de stress post-traumatique, comme si le passé s'invitait dans le présent d'une manière parfois spectaculaire. Les agressions sexuelles chez l'enfant vont générer des états de stress très aigus, des états de choc, des réactions de dissociation qui vont s'enclencher vraiment en pilotage automatique quand le cerveau de l'enfant se détache de son corps pour survivre. Et toutes ces réactions réflexes sont désormais quand même abondamment documentées dans la littérature scientifique internationale. Et l'enfant, on le sait, n'est pas en capacité de combattre ou d'appeler à l'aide, d'appeler au secours lors des agressions, parce qu'il y a souvent un sentiment de peur, un sentiment de solitude, de sidération. On parle beaucoup de sidération en psychologie depuis quelques années. Concrètement, chez l'enfant qui est agressé, l'adulte en face de lui est un être tout-puissant, rappelons-le, qui concrètement est plus fort que lui physiquement. Toutes ces réactions neurobiologiques à des états de choc font partie de l'équipement de base du cerveau de l'enfant et ce sont des réactions ajustées dans des situations où pour l'enfant, l'expérience de l'agression sexuelle, c'est comparable à une expérience de mort imminente. Beaucoup de personnes victimes vont nous relater à quel point ce jour-là, à ce moment-là, à partir de ce point de bascule, l'enfant est mort. Leur enfance a été perdue. Non seulement leur innocence a été brisée, mais en réalité, ces enfants, ces adolescents, et ces enfants et ces adolescentes ont été confrontés à des situations de non-sens total, avec une grande confusion aussi entre la fonction sacrée ou consacrée de l'agresseur et puis la réalité des crimes commis même parfois au nom de Dieu ou sous le regard de Dieu qui ne les a pas empêchés. Ça, c'est très spécifique des violences sexuelles, des personnes victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique. Pour Édouard Durand, le juge des enfants, ancien président de la Civise, l'instance nationale pour l'inceste, ce qu'il faut comprendre, c'est que les souffrances provoquées par ces agressions peuvent durer la vie entière. Chacun peut comprendre que le viol ou l'agression sexuelle sont une attaque de la sécurité, de la santé, de la moralité de l'enfant victime et donc de son développement et donc de toute sa vie. Des conséquences extrêmement graves. Ce qui a été extrêmement marquant à la Civise et pour moi qui ai passé toute ma vie de juge des enfants à écouter la parole d'enfants et à la Civise d'écouter la parole des adultes qu'ils sont devenus, c'est de mesurer à quel point ces souffrances vont infiltrer toute l'existence, la vie entière. Ce que Jean-Marc Sauvé a appelé l'empêchement d'être. La santé physique et psychique, mais aussi la scolarité, les études, la vie professionnelle, mais aussi la vie familiale, la vie conjugale, la vie sexuelle. Et en disant cela, je pense à cette femme qui a témoigné à la Civise, qui vivait en couple et qui confiait que son mari était un homme attentionné, qu'elle l'aimait, qu'il l'aimait. Elle a ajouté «
je ne peux pas lui dire, mais à chaque fois qu'il m'embrasse, j'ai la nausée. Eh bien, voyez-vous, c'est profondément injuste. Pour cette femme, pour cet homme aussi. Cette femme bien, cet homme bien. Cet acte important de la vie humaine dans un couple, rendu impossible, même 30 ans plus tard, par le passage à l'acte d'un agresseur déterminé à jouir de l'appropriation du corps de l'autre. Alors, on pourrait faire comme si c'était pas grave, un baiser. Comme si c'était pas grave, la nausée. Comme si l'agresseur, 30 ans plus tôt, il pensait pas à ça. Mais si on fait preuve d'un peu d'empathie pour soi-même, puis pour les autres, les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, on mesure que cette vie la plus humble, la plus quotidienne, mais aussi la plus fondamentale, reste attaquée par l'intention initiale de l'agresseur. C'est pourquoi il ne faut jamais minimiser la violence. Ne jamais minimiser la violence. Lorraine Angenot nous l'avait dit, il n'y a pas d'agression sexuelle qui ne laisse de traces. Et on l'a entendu avec Patrick Goujon. La blessure est là, à l'intérieur, et tout doucement, elle fait son œuvre de souffrance. Les spécialistes parlent de signature cérébrale du traumatisme. On écoute à nouveau la psychologue Lorraine Angenot nous parler de la souffrance de ses victimes. Ce n'est pas parce que c'est arrivé qu'une fois, ou que ça n'était pas si grave, ou qu'il n'y a pas eu pénétration, que ça n'a pas laissé des séquelles psychologiques importantes. De fait, les personnes victimes qui se présentent à l'INIR peuvent vraiment souffrir de marqueurs assez similaires, c'est-à-dire des conséquences professionnelles et sociales rapides sur leur scolarité et donc leur accès à des emplois qualifiés. Pas toujours, mais c'est le cas pour une partie de ces enfants. Des conséquences relationnelles, l'incapacité de faire confiance à nouveau à un être humain. Une grande méfiance, une grande hypervigilance relationnelle qui va se mettre en place parce que l'enfant, notamment l'enfant qui est agressé régulièrement, met en place une vision du monde en s'adaptant au danger permanent ou en sentiment de menace perçue. Il est toujours menacé dans l'intégrité de son corps. Et puis on rencontre des personnes qui sont littéralement traumatisées 30, 40, 50 ans après, et notamment parce que aux violences sexuelles subies initialement, s'est ajoutée l'invalidation de l'entourage. Ces enfants n'ont pas été crus, ils sont restés dans le silence, ils n'ont pas pu parler, et ils ont été des enfants cassés, des enfants brisés. On a affaire à des personnes dont le corps a été utilisé comme un objet. Le corps a été chosifié, ils ont servi à l'usage d'adultes pervers et de fait, approcher le corps devient parfois très compliqué. Donc on a des conséquences importantes dans la sphère intime, dans la sphère sexuelle, dans la sphère des relations affectives et conjugales par exemple. On se rappelle combien pour Patrick Goujon, retrouver la mémoire de ses agressions avait tout changé, mais rien résolu. Avec son image, ça y est, j'ai trouvé la lumière, je sais où sont les meubles. Avec la publication du rapport de la SIAZ, la lumière est revenue dans les souvenirs de nombreuses personnes, éclairant d'une lumière crue cette part sombre dont nous parlait Alexandre Aizé dans le premier épisode. Renouer le fil de son histoire, ça peut être libérateur, mais c'est souvent très difficile. La levée de l'amnésie traumatique, c'est un moment redoutable. C'est souvent le moment qui va permettre de briser le silence, de mettre des mots. Mais dans le traumatisme, il faut bien se rendre compte que le langage, c'est à la fois un miracle, pouvoir en parler, pouvoir le dire, pouvoir nommer les violences, mais c'est aussi une tyrannie parce que le langage ne change rien. Le langage ne permet pas de guérir, ou pas seulement. Le langage est aussi confronté à ses propres limites. Comment parler
de ce qui est indicible, de ce qui est intolérable, de ce qui a généré une douleur absolue. Et c'est parce que la douleur était extrêmement forte que le cerveau de l'enfant s'est protégé non pas en oubliant, mais en plaçant dans des processus d'amnésie un certain nombre de stimulations ou de sensations inintégrables pour le corps et le psychisme de l'enfant. Comment raconter ? Quels mots utiliser ? Est-ce que ceux qui n'ont pas traversé cet enfer peuvent recevoir ces témoignages ? Qui peut comprendre ? Cette difficulté à nommer les choses et à être entendu, c'est une expérience qui est commune à tous les rescapés. Expérience d'autant plus amère, d'autant plus douloureuse, qu'en face, le déni est un roc. Et au cœur de cette incompréhension, il y a, encore et toujours, le langage. Le déni s'infiltre partout, y compris dans les mots que nous choisissons pour nous autoriser à faire comme s'il ne s'était rien passé. Et le risque est grand que le langage soit comme désamorcé, désactivé. Et on a toujours tendance à choisir des mots qui vont minimiser la gravité des agressions sexuelles et des viols. Des mots qui vont gommer le mode opératoire de l'agresseur. On va parler d'abus plutôt que d'agression. On va parler de gestes plutôt que de violence. On va utiliser des mots qui vont culpabiliser la victime, qui vont, exactement comme l'a fait l'agresseur au moment du passage à l'acte, rendre la victime co-responsable de la violence qu'elle a subie. Un autre type d'erreur de langage est ce mot d'attouchement, qui désigne une réalité que l'on ne sait pas décrire. Et comme juge des enfants, je me suis toujours dit, il faut que les mots suscitent une image précise dans la pensée. Attouchement, on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir qu'on est dans l'interdit, dans l'illégal, dans la transgression, alors que agression ou viol contiennent en eux-mêmes l'interdit, la référence à la loi. Ce qui distingue l'agression sexuelle et le viol, c'est que le viol est une agression sexuelle par pénétration sexuelle. L'agression sexuelle est une violence qui attaque la superficie du corps. Le viol est une violence qui attaque l'inviolabilité du corps, l'intérieur du corps. Dire les choses, c'est difficile, surtout quand elles sont de cet ordre-là. Et Édouard Durand insiste sur cette nécessité d'utiliser des mots qui suscitent des images, quand au contraire, tout nous pousse à ne pas visualiser ce dont il est question. Quand c'est flou, il y a un loup. Et avec attouchement, le loup est énorme. Il a une panse frotteuse, des mains qui descendent dans les culottes des petits-enfants, qui obligent sa petite main à toucher son sexe, un loup qui malaxe des petits corps terrifiés, qui ne les tue pas pour pouvoir les manger une nouvelle fois. Attouchement. Non, vraiment, ça ne veut rien dire.
Le mot attouchement fait croire qu'une caresse, un enlacement, un baiser, c'est quelque chose qui pourrait être acceptable ou même consenti par l'enfant ou faire partie de relations privilégiées. C'est exactement le vocabulaire de l'agresseur. La plupart des prêtres agresseurs ont fait croire à ces enfants victimes d'attouchement qu'elles étaient des personnes élues, privilégiées, mises à part, dans une forme de relation d'exclusivité dont l'importance tenait à sa dissimulation. Et ce qu'on peut voir, et le système de santé est quand même familier avec les violences sexuelles maintenant, c'est que ces personnes victimes ont beaucoup de mal à elles-mêmes identifier qu'il s'agissait d'attouchement, c'est-à-dire qu'il est difficile d'évoquer les faits parce qu'elles ont parfois la culpabilité imaginaire d'avoir participé ou de s'être laissé faire ou de ne pas avoir dit non ou de ne pas avoir évité le contexte qui conduisait à des gestes qu'on appelle pudiquement dans l'Église catholique des gestes déplacés. En fait, les enfants ne sont pas responsables, mais ils peuvent se sentir coupables. Et notamment parce que leur corps leur criait l'anormalité d'une situation que leur cerveau et leurs réactions n'arrivaient pas à contrer. Je crois que c'est le bon moment pour vous parler de Neige Chinault. Son livre, Triste Tigre, est sorti à l'automne 2023. Il a obtenu de nombreux prix littéraires. Et son témoignage puissant sur l'inceste peut nous aider à comprendre ce que traversent les victimes de pédocriminalité, qu'elles soient incestueuses ou ecclésiastiques. Avec elle, avec Neige Chinault, nous sommes dans la tête d'une petite victime. Et à la page 110, elle nous explique ce que se raconte un enfant qui sert d'objet sexuel à un adulte. Si tu ne le dis à personne, ça n'existe pas. Tu as dû faire quelque chose pour mériter ça. Quelque chose en toi le provoque. Tu es sa préférée. Il te fait ça parce qu'il t'aime. Il t'a choisi. C'est une épreuve de vie. Surmonte ça, et tout sera possible. Voilà pourquoi, selon Neige Chinault, ces enfants se taisent. Notre psychologue Lorraine Angenot revient sur ce silence. Il faut rappeler 2 éléments. Le premier élément, c'est que les enfants sont extrêmement loyaux. Il y a une très grande loyauté chez les enfants et les enfants ne veulent pas faire de peine à leur entourage, à leurs parents ou aux adultes qui s'occupent d'eux. Il y a aussi une difficulté à nommer explicitement les zones concernées, la zone pelvienne, la zone urogénitale. Il y a aussi un autre élément important, c'est l'invalidation. Le fait que l'enfant comprenne rapidement qu'il ne faut pas en parler parce que soit l'agresseur les a mis dans une position d'être en sujétion à l'autorité de l'agresseur, soit l'agresseur, et c'est fréquent, à employer des menaces. C'est notre secret. Si tu en parles, je ferai du mal à tes frères et sœurs. Si tu en parles à tes parents, tu ne pourras plus venir à la messe. Et ensuite, rappelons-le, lorsque l'agresseur fait partie de l'état clérical, d'emblée, l'agresseur est en position d'autorité, une autorité morale, notamment sur la famille de l'enfant, une autorité spirituelle et une autorité parfois confondue avec une autorité divine. Donc l'injonction au silence est aussi utilisée au nom de figures divines. Jésus nous regarde, il est d'accord, c'est notre secret, c'est le secret qui existe entre la Vierge, toi et moi, etc. On a beaucoup de récits vraiment de manipulation psychologique qui prennent appui sur des figures saintes et spirituelles pour l'enfant. L'abus spirituel n'est pas systématique dans les affaires de pédocriminalité. Mais chez les adultes, il précède souvent l'agression sexuelle, mais ça, nous en reparlerons dans le prochain épisode. Pour le moment, revenons au silence de ces enfants. On pourrait se dire, comme la courageuse petite Neige Chinault, c'est une épreuve de vie. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Pourtant, nous le savons, depuis le premier épisode, la parole libère. Parler peut libérer parce que parler permet à la personne victime de ne plus se sentir seule au monde dans ce qu'elle a subi. Parler est difficile parce qu'effectivement, il faut trouver aussi des interlocuteurs qui veuillent bien entendre l'intensité de la violence subie, des destructions commises dans l'intimité, dans le plus intime d'un enfant. Je rappelle que le corps d'un enfant n'est pas fait pour servir à la sexualité d'un adulte. De fait, parler peut libérer. Je voudrais préciser que parler ne suffit pas. Il faut bien entendu beaucoup d'autres mesures pour apaiser le corps, l'esprit, le système nerveux central des personnes victimes.
Pour comprendre ce qui se joue dans une agression sexuelle, nous avons parlé des blessures. Nous avons parlé du langage, du poids des mots. Mais il nous faut aussi parler du pouvoir. Un pouvoir qui fascine nos sociétés, dit Édouard Durand. Parce que nous y aspirons et parce qu'il nous fait peur. Le pouvoir s'exerce toujours sur le corps. L'autorité se construit dans le temps, dans la durée. Le pouvoir localise le corps et la violence, quelle qu'en soit la forme, même s'il s'agit de violence psychologique, est toujours une prise de possession du corps de l'autre. Lorsque la violence est sexuelle, ce mot sexuel suscite une forme d'équivoque, d'ambiguïté, d'hésitation. On peut comprendre violence sexuelle comme de la violence dans la sexualité. Ce qui, de mon point de vue, est une erreur très grave. La violence n'est jamais du registre de la sexualité. On doit comprendre violence sexuelle comme de la violence par le sexe, de la violence dont l'arme est le sexe. Et quand un agresseur prend possession du corps de l'enfant par le sexe, il ne s'agit pas de sexualité, c'est-à-dire de relation entre deux personnes. Il s'agit au contraire de négation de l'altérité de l'enfant, d'une appropriation, d'une négation. La violence, c'est toujours dire « tu m'appartiens ». C'est un acte de propriété sur l'autre. Et Nashino le dit bien, le viol est davantage une question de pouvoir que de sexe. Et pour elle, les conséquences d'un viol vont donc bien au-delà du domaine circonscrit de la sexualité. Les conséquences d'un viol affectent depuis la faculté de respirer jusqu'à celle de s'adresser aux autres, de manger, de se laver, de regarder des images, de dessiner, de parler ou de se taire, de percevoir sa propre existence comme une réalité, de se souvenir, d'apprendre, de penser, d'habiter son corps et sa vie, et conclut Nashino, de se sentir capable simplement d'être. C'est donc bien toute une vie qui est malmenée par le traumatisme des violences sexuelles. Depuis la SIAZ, les choses commencent à s'organiser au sein de l'Église catholique. Une reconnaissance et une réparation sont possibles pour les victimes d'agressions sexuelles. Il faut pour cela entamer un parcours auprès des deux instances mises en place, l'INIR ou la CRR. Mais avant tout, la première chose est de prendre soin de soi et de se mettre à l'écoute de son corps. En fait, la mémoire du traumatisme, elle est très souvent logée implicitement dans le corps. C'est-à-dire que c'est d'abord le corps qui raconte, c'est le corps qui va bloquer, le corps qui souffre, là où le récit est difficile ou impossible. La première recommandation à donner aux personnes victimes qui nous écoutent, c'est d'aller consulter des médecins, des psychologues, des professionnels de santé, des kinésithérapeutes, des sages-femmes, qui peuvent être des professionnels de première ligne qui vont détecter que ces symptômes logés dans le corps vont venir parler d'autre chose à la personne victime. Il est fondamental que les personnes comprennent que quand elles souffrent, il y a des options modernes pour les diagnostiquer et pour les soulager. Il est important, même en tant qu'adulte, d'aller se faire dépister pour un état de stress post-traumatique, par exemple. Dès lors que le diagnostic est posé, il y a des moyens pour aller mieux, il y a des moyens pour être soulagé. Un grand nombre de personnes victimes nous disent je me suis résignée à cohabiter avec la souffrance toute ma vie, qu'est-ce qui pourrait bien changer ? Quelle serait encore une zone d'espoir ? J'ai été habituée à vivre avec cette compagne souffrante toute ma vie. Là aussi, quel que soit l'âge, et le travail de l'INIR peut en témoigner, il est possible de croître à n'importe quel âge, il est possible de guérir à n'importe quel âge. Nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode de Silence on crie.
Un épisode pour tenter de comprendre la souffrance des victimes, de la laisser entrer en nous pour, comme le disait Véronique Margron dans le premier épisode, pour ne plus jamais l'oublier. Comprendre aussi le déni et pourquoi il est si difficile d'entendre le cri des victimes. Alors maintenant, que faire ? Ce sera l'objet du 5e épisode de ce podcast, mais quand même, dès maintenant, et chacun à notre échelle, que pouvons-nous faire ? Pour le juge Édouard Durand, il faut accepter cette réalité. Oui, ça existe. Il s'agit maintenant de se tenir prêt. Ça existe, des agresseurs violent et agressent sexuellement des enfants. Quand un enfant révèle des violences, il y a un effet de sidération. Mais l'effet de sidération passé, on peut lui dire « Je te crois ». La loi interdit qu'on te fasse ça. Je vais te protéger. Et le deuxième conseil, c'est ne pas être seul. Contacter les services publics, les associations de protection. Chaque enfant victime se dit « Est-ce que lui va me répondre « Je te crois et je te protège ». Ces simples mots protègent. Être à l'écoute des enfants est donc essentiel pour Édouard Durand. Pour Lorraine Angenot, il faut aussi prendre soin des anciennes victimes, de ces enfants blessés, devenus adultes. Partez du principe que vous connaissez déjà dans votre entourage des personnes qui ont été victimes. Partez du principe que statistiquement parlant, vous êtes déjà en contact dans votre vie professionnelle, familiale et amicale avec des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. De fait, partir déjà de cette prise de conscience permet d'accepter de l'entendre lorsque les personnes vont tenter, de manière parfois très détournée, d'en parler. Il est important aussi de savoir qu'une personne qui se fait du mal dans nos entourages familiaux et amicaux, par exemple, on peut avoir des notions de certaines personnes qui s'autodétruisent. C'est très souvent en réponse à une destruction initialement subie. Donc de bien questionner, effectivement, d'être curieux, d'être ouvert, d'être disponible pour toutes ces personnes autour de nous qui ne vont pas bien, dont on ne comprend pas très bien l'origine de la souffrance et dont parfois cette origine est une origine traumatique liée à des violences sexuelles. Alors attention, tout n'est pas traumatique, tout n'est pas traumatisme et tout événement n'est pas traumatogène en soi. Il y a la rencontre entre un événement et un terrain. Lorsque le terrain est fragilisé, l'événement vient parfois de manière ponctuelle déstabiliser sans traumatiser. En revanche, c'est ce qu'on va appeler le traumatisme complexe. C'est quand un terrain qui est déjà fragilisé, asséché, inondé, labouré, vient à la rencontre de plusieurs catastrophes naturelles. Et là, le traumatisme complexe, c'est la déstabilisation structurelle de la personnalité. C'est vraiment la manière dont le traumatisme va finir par coloniser, par hanter toute la structuration de la personnalité. Ces traumatismes complexes nécessitent des années de soins, des années de traitement pour pouvoir être apaisés de façon à ce que les personnes simplement puissent retrouver une vie et une estime d'elles-mêmes qui soit relativement correcte. Et je voudrais terminer en donnant à nouveau la parole à notre fil rouge, Patrick Goujon. Il revient sur ce cri qui continue de résonner en lui. J'avais cru avoir expulsé ce cri, et je l'ai expulsé. Mais quand le corps s'est construit, et quand votre histoire s'est construite autour d'un cri impossible à laisser s'exprimer, il faut que le corps et les attitudes relationnelles réapprennent à se dire non, mais tu as crié, tu as été entendu, il n'y a plus rien à protéger, il n'y a plus rien à craindre pour cet enfant. Mais ça, c'est une rééducation physico-spirituelle, je sais pas comment il faut dire, qui pour moi aujourd'hui n'est pas finie. Merci infiniment à Patrick Goujon pour sa confiance. Dans un prochain épisode, nous ferons un tout petit pas de côté
par rapport aux violences sexuelles. Nous tenterons de comprendre ce qu'est un abus spirituel et comment se construit le mécanisme d'emprise. Pour cela, nous écouterons le témoignage d'une jeune femme qui a passé 9 ans dans une communauté religieuse avant de la quitter, lessivée. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce podcast, et en particulier Édouard Durand et Lorraine Angenot, pour leur souci de poser les mots justes et de développer l'empathie pour ces victimes. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Silence, on crie, un podcast original de la radio RCF. Ce podcast n'aurait jamais existé sans le collectif Agir pour notre Église, qui œuvre chaque jour depuis la sortie du rapport de la SIAZ pour que l'Église devienne une maison sûre. Amélie Gazeau est la coordinatrice éditoriale de ce podcast Silence on crie. Hubert Artigue a assuré le mixage et le design sonore. Bernie Simone a dessiné le visuel. Et c'est moi, Stéphanie Gallet, qui ai écrit et réalisé les épisodes. Retrouvez la suite des épisodes de Silence on crie sur notre site rcf.fr, notre application et toutes les plateformes de podcast.